Bonsoir, ici Dorothée Méfaux. Je poursuis ce soir avec une autre chronique dans le cadre de Ça n'engage que moi. Voilà, donc je viens de filmer un nouveau quotidien qui passe, qui est dans les kiosques à Ouaga, l'Ouragan. L'Ouragan, donc c'est un journal qui semble-t-il est un peu plus cher que les autres journaux. Apparemment, les autres journaux coûtent à peu près 300 francs, 300 francs CFA, et celui-là apparemment coûte 500 francs CFA. Donc il est plus cher. Pourquoi? Il est plus cher parce que apparemment l'Ouragan, comme son nom l'indique, aurait des informations top, c'est-à-dire des informations un petit peu scandaleuses. Et donc c'est sûrement ce journal qui est un magazine bimensuel doit avoir les scoops que d'autres n'ont pas. Donc j'ai acheté ce journal aujourd'hui pour évidemment l'éplucher. Et alors évidemment j'ai fait des yeux énormes quand j'ai vu le gros titre: perquisition chez Soro à Ouaga 2000. Ouaga 2000, il faut savoir que c'est un quartier plus ou moins aisé de Ouaga. Et perquisition chez Soro, c'est cet homme, ce général qu'on appelle Guillaume Soro, qui est donc l'actuel président de l'Assemblée nationale, je crois bien, en Côte d'Ivoire, et qui apparemment a une villa à Ouaga 2000, et on vient de perquisitionner chez lui, et on y a trouvé 6 milliards de francs CFA, 2 caisses de lingots d'or, 1000 gilets pare-balles trouvés. Alors vous pensez bien que j'ai fait des yeux énormes. On parle toujours aussi de Thomas Sankara, apparemment. Sa femme aussi, Mariam, aurait comparu aussi devant le juge, ce qu'elle attendait depuis des années, pour pouvoir donner sa version sur l'assassinat de son mari. On a aussi ce qui revient, enfin plutôt l'essentiel de ce journal. On parle évidemment on revient encore sur le trio Blaise Compaoré, général Diendéré et Alassane Ouattara, le triangle dont on soupçonne les uns les autres qu'ils sont de mèche et de connivence. Donc en lisant l'article de Jean d'Arc Wyclef, apparemment c'est un journaliste qui a fait un article dans ce quotidien, on a, j'espère que je centre bien la caméra et que vous me voyez bien, on a, voilà, on dit que, bon, apparemment, si Alassane Ouattara, le président actuel ivoirien, candidat à sa propre élection, là-bas en Côte d'Ivoire, était parfaitement au courant, de ce qui se préparait ici à Ouaga, et donc il était au courant, puisqu'apparemment un certain, j'essaie de voir les bonnes informations là. Apparemment il a été informé, voilà, et donc c'était pas du tout étonnant. Et moi personnellement rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, et quand on ne condamne pas un coup d'État, c'est qu'on est plus ou moins impliqué. Et donc Alassane Ouattara s'est un petit peu piégé lui-même, parce que
toute la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les pays en Occident ont condamné ce coup d'État, et comme par hasard en Côte d'Ivoire on ne le condamne pas, donc tout de suite on fait le lien, évidemment. Donc on a aussi le fait qu'il faut savoir que j'ai fait moi-même la synthèse de tous les déboires qu'a pu subir le Burkina Faso depuis des années. Et donc, c'est pas étonnant, parce que c'est un pays qui n'a jamais été tranquille, et qui a toujours été un petit peu martyr, victime de tous ces militaires qui ont toujours, depuis des années, voulu accéder au pouvoir. Et donc le Burkina Faso est un pays victime, je dirais. En plus, Alassane Ouattara aurait déclaré que le Burkina Faso était un des pays les plus pauvres du monde, d'Afrique et du monde, ce qui n'a pas dû faire plaisir à Compaoré. Et donc, quand on est comme ça sur place au Burkina Faso et qu'on se remémore un petit peu le passé du Burkina, c'est pas étonnant tout ce qu'a vécu ce pays, tous ces coups d'État successifs, et on le dit bien à un moment donné, que c'est un pays qui a totalisé en tout 5 présidents militaires sur 7 depuis les indépendances, donc depuis les années 50. Je répète, 5 présidents militaires sur 7. Donc c'est un pays qui n'a connu que des coups d'État et des militaires au pouvoir, des généraux plutôt. Et donc quand on parle comme ça en première page de Guillaume Soro, c'est un militaire, lui aussi, un général, un homme de guerre. Donc Diendéré était un général aussi au gradé. Et puis on fait allusion aussi dans cet article Affaire Diendéré, la chute d'un homme de guerre. On fait aussi mention d'un autre général, Lougué. En effet, moi-même, j'avais entendu parler de ce général, puisqu'on avait scandé son nom pendant la Révolution. Les jeunes, quand ils ont fait l'insurrection, quand il y a eu une insurrection le 30 et le 31 octobre 2014, on réclamait le général Lougué. À ce moment-là, les jeunes scandaient son nom. Et là aussi, on fait affaire aussi on a affaire encore à un général. Donc, il y en a un autre là aussi, celui qui a été arrêté aussi, justement, c'est pendant le putsch. C'est le général Djibril Bassolé, lui aussi, encore un autre général. On a affaire qu'à des généraux ici au Burkina Faso. Et donc, quand on pense que l'Union africaine a voulu, a bien fait entendre qu'elle ne voulait pas de militaires, de généraux plutôt, on va dire ça comme ça, de généraux au pouvoir ici au Burkina Faso, et il fallait absolument qu'on fasse que le Burkina Faso passe justement à cette transition pour qu'on puisse accéder à la vraie démocratie. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on s'intéresse au passé du Burkina Faso, évidemment quand on parle du passé du Burkina Faso, on pense à Thomas Sankara, qui fait beaucoup l'actualité en ce moment, puisque vous savez, on fait des autopsies, etc. L'affaire est mise en justice pour connaître les vrais coupables. Donc voilà, le Burkina Faso a toujours été malmené par tous ces généraux
généraux qui, en fin de compte, n'ont fait que se disputer le pouvoir. Et puis, regardez, par exemple, il y a aussi le général Zida, hein, lui aussi un militaire. Actuellement, il est Premier ministre, là, au Burkina Faso, sous la transition avec le président Kafando. Il faut savoir que le général Zida était un élément très proche du RSP que dirigeait le général Diendéré. Donc, quand on voit tout ce cirque, en fait, parce que le général Zida, lui, c'est pas qu'il a démissionné du RSP, c'est qu'il en est parti par son propre chef, par son propre gré, et donc le RSP lui en a toujours voulu, même pendant la transition, puisqu'ils lui ont fait la guerre à Zida, hein, on lui reprochait d'être un traître par rapport au régime Diendéré du RSP qu'il avait servi auparavant. Et donc on a dit beaucoup de choses, et le général Zida s'est retrouvé aujourd'hui Premier ministre. On se pose pas mal de questions parce que tout ça n'est pas très logique. On n'est pas du tout dans une vraie cohérence, dans une vraie clairvoyance, des généraux qui plus ou moins tournent leurs talons, leurs bottes, on va dire ça comme ça, et qui se retrouvent ensuite Premier ministre dans un régime de transition qu'a mené Kafando qui au bout du compte s'est retrouvé un petit peu face à un mur, parce que quand on est dans un pays comme ça déchiré de part et d'autre, et qu'on se met et qu'on prend la responsabilité d'accepter la position de président intérimaire, d'assurer la transition, ça n'a pas dû être facile, parce que je me demande si Kafando a pu s'y retrouver un petit peu dans ce labyrinthe, je dirais. Quand on analyse la situation, on la voit, qu'on a des yeux bien ouverts par rapport à une situation très complexe. On a un Kafando qui a fait ce qu'il a pu pendant la transition, pendant 9 mois, et qui en fin de compte avait une garde présidentielle, une bombe à retardement, hein, puisque c'était la garde présidentielle du RSP, qui s'est terminée par un coup d'État et des manigances dans l'ombre. Donc tout ça n'est pas étonnant, ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne, encore moins la communauté internationale ni l'Union européenne. Je veux dire que en Occident et aux États-Unis, on n'est pas bête. On a très bien compris ce qui se passait, et donc quelque part, on ne peut pas nous la faire à nous. On sait très bien que tout ça n'est pas très net. Tout ça n'est pas très net, et du coup, on suit comme ça leur parcours, leur évolution, etc., des uns et des autres. Mais quand on nous sort on nous fait des révélations dans les journaux, enfin moi personnellement, ça ne me surprend pas du tout. Et quelque part, ceux qu'on pensait qui n'étaient pas impliqués le sont, et ceux, voilà, moi je dis que c'est à couper le souffle, et que quelque part, c'est pas étonnant que le Burkina Faso est dans le merdier comme ça depuis des années et des années, depuis les indépendances, vous imaginez, depuis 1950. Et comment voulez-vous qu'une population puisse se tranquilliser et évoluer dans un contexte pareil, avec des généraux qui se battent les uns les autres pour le pouvoir, et qui au bout du compte se retrouvent
a chuté parce que c'est ce qui arrive au bout du compte, hein, au bout de tant d'années. Donc on dit dans le journal, là actuellement, la chute d'un homme de guerre. Donc on a la chute apparemment de Guillaume Soro, hein, chez qui on vient de perquisitionner et qui du coup là aussi, on pressent une chute aussi. Il y a la chute de Diane Déré, donc le général avec son coup d'état le plus bête du monde. Et puis on a aussi la chute de Compaoré, voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que au Burkina Faso, tous ces généraux qui essayent de se faire une place au soleil finissent dans les ténèbres, au bout du compte et au final. Et donc après on est obligé de recommencer, de refaire. Bon, et puis au final aussi, c'est le peuple qui en souffre, hein, qui est victime de ça. Et les Burkinabés aujourd'hui ont bien fait entendre que c'était plus possible ce genre de situation dans leur pays. Et on sent vraiment une vraie révolte. Hein. On a célébré justement là les martyrs, ceux qui sont tombés. Il y a 10 personnes encore au cimetière de Gonguin. Donc c'est dramatique. Je veux dire, c'est d'une gravité extrême. Et que aussi pendant la révolution du 30 et du 31 octobre, pendant la résurrection, là aussi il y avait eu 14 personnes aussi, je crois. Donc tout ça est aberrant. Je crois que si je le vis comme je le pense, hein, si la France n'était pas derrière, je crois que ça serait un vrai ce pays n'existerait même pas en lui-même. Je veux dire que, je l'ai souvent dit, François Hollande qui joue les gendarmes en Afrique, mais il a du pain sur la planche ici au Burkina Faso. Et tant que on sent bien le désir des Burkinabés à passer à une autre ère, mais bon, à juste raison, parce que un pays comme ça qui depuis les années 50 vit dans le chaos, mais c'est pas du tout étonnant. Et puis Alassane Ouattara qui se permet de dire haut et fort que le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres au monde. Donc voilà, donc le résultat il est là, c'est l'équation, 1 plus 1 est égal 2. Donc tout ça n'est pas étonnant. Et moi je pense que on est quand on dit on dit souvent le pays des hommes intègres. Moi je le dis, c'est pas le pays des hommes intègres, c'est le pays des hommes fatigués ou des hommes exploités. Vraiment, je pense que le Burkina Faso qui dans les statistiques, puisque moi j'avais fait des recherches dans les statistiques 2012, était très mal placé en alphabétisation déjà. Donc aujourd'hui, ça fait des années, ont une économie qui n'est pas mirobolante, puisque apparemment Compaoré, qui a vidé les caisses de l'État ou à des comptes plus ou moins gelés, etc., par la communauté internationale, etc. Donc aujourd'hui, on a affaire, quand vous venez à Ouagadougou, il faut le dire, moi qui ai séjourné à Abidjan, mais il n'y a pas photo, on ne peut même pas comparer Abidjan à Ouagadougou. Abidjan, c'est une ville très prospère, très moderne, très in, comme on pourrait le dire, et puis ça ne va pas s'arrêter là, puisque Ouattara fait tout pour que ça devienne un petit paradis hollywoodien. Donc, quand vous comparez Ouaga, on a l'impression qu'on est encore à l'âge de pierre, hein, ici. On sent bien qu'il n'y a pas le mot émergence.
il n'y a pas ce mot-là ici. En Côte d'Ivoire, on parle que d'émergence du matin jusqu'au soir, et ici, à Ouaga, on parle plutôt des coups fourrés de Diendéré, et on ne parle que de ça, alors qu'il est temps de parler de l'émergence, parce que s'il fallait qu'on puisse rattraper la Côte d'Ivoire, qui est en avance de plus de 5 ans, voire même 10 ans, il va falloir qu'on court vite. Je crois il est temps de vraiment de reprendre ce pays en main, parce que c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique quand vous êtes à Ouaga, dans certains quartiers. Donc on est proche du Sahel, donc vous avez un sable rouge, de la poussière, etc., du sable un peu partout. Bon, il faut chercher le goudron, comme on dit ici, c'est-à-dire les rues avec le goudron, les boulevards, etc. Donc il faut les chercher ici à Ouaga. Et donc on a encore des routes, et puis entre les 6 mètres, c'est-à-dire les 6 mètres, ce sont les petites rues résidentielles comme ça entre les maisons. On appelle ça des 6 mètres, c'est les longueurs des rues. Qui se croisent les unes des autres. Il y en a partout des 6 mètres, et donc on voit c'est pas goudronné, c'est encore avec du sable, il y a des trous partout, les eaux sales quand c'est la saison des pluies, ça devient un dépotoir, les poubelles qui sont pas jetées, les animaux qui piochent dans les sacs et qui traînent les sacs dans les rues. Non, c'est catastrophique, je veux dire. Quand on voit, par exemple, on sent bien qu'ici, on n'a pas géré ce pays. On s'en est pas occupé. Mais alors, pas du tout. On l'a pas fait prospérer, on l'a pas fait évoluer, on l'a laissé comme ça, à l'état brut, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant quand on arrive au prochain millénaire, qu'on est à l'aube de 2016, et qu'on voit ça, on se dit, mais c'est vraiment catastrophique. Et d'autant plus que quand on voit, par exemple, en Guinée-Bissau, où le président, bien que ça soit, peu importe que ça soit un dictateur, ça c'est un autre sujet, en 10 ans, a fait 10 ans de travaux là-bas, a refait son aéroport, il y a des ponts partout, des autoroutes, il y a des universités, ils ont refait 4 hôpitaux, je crois bien. La Guinée-Bissau est magnifique, et donc le président a pensé à demain, a vu très très loin, et puis évidemment a bien pensé, c'est une stratégie, puisque il en a déduit que les touristes qui viendraient dans ce pays, ça va attirer énormément de touristes, donc ça va faire marcher le commerce, l'économie qui va reprendre, etc. Alors ici, c'est vraiment, moi qui a installé un projet ici éducatif au Burkina Faso, je suis pas dans le regret, mais j'attends aussi qu'on reprenne en main ce pays pour qu'on puisse ensemble, que la fierté revienne, et qu'on puisse se mesurer à l'international, mais pour l'instant c'est pas le cas du tout, et je souhaite que pour les prochaines élections qui vont avoir lieu le 29 novembre suite au putsch, donc on attend un président démocrate, évidemment, qui fasse en sorte que la démocratie ait droit de cité ici au Burkina Faso. C'est ce qu'on souhaite tous, et c'est ce que les Burkinabés souhaitent aujourd'hui. Et puis on veut un président qui a les épaules, et qui souhaite
à nouveau reprendre ce pays de A à Z. Et puis c'est toute la classe politique qu'il faut changer ici. Voilà, c'est toute la classe politique qu'il faut changer. Le noyau, il est là. Il faut changer tout. On peut pas, vous savez, on peut pas refaire, on peut pas faire du neuf avec du vieux. Et ça, c'est pas possible. C'est impossible. Et donc, on sent bien qu'il faut renouveler, faut vraiment passer à autre chose. Et que si on passe pas à autre chose, et si on ne fait pas les choses comme il faut, je crois que le Burkina Faso n'a aucune chance de s'en sortir. Depuis des années, c'est un pays qui est déchiré de part et d'autre, qui est déchiré, qui n'arrive pas à se stabiliser, à exister par lui-même, à revendiquer, à poser ses valeurs, tout simplement parce qu'il y a des généraux à tout va qui font des coups d'État et qui essayent justement de s'accaparer le pouvoir. Et c'est pas la solution pour faire prospérer un pays. Je veux dire que je pense que là il est temps il est temps, puis d'autres pays en Afrique ont bien compris le modèle occidental, et puis on a l'impression que la France est toujours, on dit que la France est donneuse de leçons, mais à juste raison, et que Obama lui aussi s'y met aussi, mais à juste raison aussi. Donc ce sont les conseils sont gratuits, et donc tout ça est fait pour que certains pays d'Afrique puissent s'en sortir et qu'on n'ait plus